LCI Midi, ravi de vous retrouver. 3 heures d'information, de débats, de grands reportages également sur le canal 15. Changement de numéro, mais pas de cap, vous le savez, c'est à n'en pas douter du tout. Vous êtes au bon endroit. Le meilleur de l'info, c'est évidemment sur LCI. Au sommaire de ce samedi 7 juin, un programme très dense et cette proposition choc du Conseil d'orientation des retraites pour sauver notre système. Il propose de reculer l'âge à 66 ans et demi. Le corps rappelle que le déficit ne cessera de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Le débat sur le financement du système de pension promet de repartir de plus belle alors que le conclave entre dans sa dernière ligne droite. D'ailleurs, qu'en pensent les syndicats qui n'ont pas claqué la porte? En tout cas, pas tout à fait. On sera en ligne, notamment avec le patron de la CFTC. À 12h50, comme tous les samedis, ne ratez pas votre rendez-vous, l'heure de Ferry, 1 heure avec le philosophe et écrivain. Et on reviendra notamment en longueur avec lui sur le divorce Trump-Musk. Grand théâtre ou rupture réelle, on se posera la question. Et puis à 14h, je le disais, votre document LCI. Aujourd'hui, dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur sur fond de guerre en Ukraine. La question de la dissuasion nucléaire est redevenue centrale. Après 40 années d'équilibre, de la terreur, puis 30 années de mondialisation heureuse, voici un nouvel ordre, désordre plutôt mondial, où la force efface le droit et où le protecteur d'hier, les États-Unis, semble bien moins fiable qu'avant. Dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur, c'est à 14h tout à l'heure sur LCI. Mais d'abord, il est tout juste midi, passé de 1 minute, et c'est l'heure de votre journal. Bonjour Kadia Doumdouas. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est une enquête édifiante qui vient d'être mise au jour. Au cœur de cette affaire, des bagagistes de l'aéroport de Roissy, complices de trafiquants de drogue. Plusieurs dizaines de kilos de cocaïne par mois auraient ainsi été extraites. Alexandra Guillet du service police-justice de TF1 LCI, vous nous avez rejoint. Alexandra, quelle est l'ampleur du trafic dont on parle? Eh bien, Kadi, c'est l'aboutissement de 6 mois d'enquête menée discrètement par les gendarmes de la section de recherche des transports aériens. Le mode opératoire était bien rodé et s'appuyait, vous l'avez dit, sur des employés d'une société aéroportuaire, notamment 4 bagagistes travaillant depuis plusieurs années dans cet aéroport, ainsi qu'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Leur rôle, à l'arrivée d'un avion sur le tarmac, eh bien, était d'extraire du circuit habituel des bagages certaines valises remplies de cocaïne, de les mettre en lieu sûr, puis ensuite de les exfiltrer des entrepôts de l'aéroport à l'abri des regards des douaniers. Chaque mois transitait ainsi entre 20 et 50 kilos de cocaïne, direction notamment la Seine-Saint-Denis, où 3 autres personnes également impliquées dans ce trafic ont été interpellées. Merci beaucoup Alexandra Guillet du service police-justice. Une trottinette électrique serait à l'origine du tragique incendie dans lequel ont péri 4 personnes, dont un enfant à Reims. C'est ce qu'annonce ce matin le procureur de la ville, 2 jours après le drame. On l'écoute. Les premiers intervenants ont décrit littéralement une scène de guerre. Le bilan maintenant est définitif. Le nombre de victimes décédées, il est de 4. 2 blessés graves ont également été secourus. L'enquête qui a été, il faut bien dire, remarquablement menée au vu de sa rapidité, au vu de la difficulté inhérente aux conditions de l'incendie, a permis de conclure que la piste accidentelle est aujourd'hui avérée. Le départ du feu semble se situer entre un congélateur et un lave-linge et a été provoqué par un incendie pour l'instant d'origine inconnue, mais accidentelle, d'une trottinette électrique. L'indignation ne retombe pas après l'agression d'un rabbin hier dans les Hauts-de-Seine. L'homme a été attablé en terrasse lorsqu'il a été frappé à la tête avec une chaise. Le suspect, né dans la bande de Gaza, a été hospitalisé en service psychiatrique. Le point avec Raphaël Redon et Georges Brunier. L'agresseur tente de s'enfuir, mais est rattrapé in extremis par des habitants témoins de la scène. Ramené sur les lieux de l'agression, la police l'interpelle à son tour. Quelques minutes plus tôt, ce Palestinien de 28 ans, originaire d'Allemagne, jette une chaise au visage du rabbin de Neuilly-sur-Seine, alors assis à cette terrasse d'un café. L'arcade encore ensanglantée, il nous raconte. La personne m'a mis un énorme coup sur la tête, il est parti en courant et je félicite les personnes et bravo parce qu'il y a encore des gens courageux, il faut le souligner. Déjà agressé il y a seulement 1 semaine à Deauville, le rabbin ne semble plus surpris. Je me promène avec une barbe, avec une kippa, alors j'ose espérer que c'était peut-être pour d'autres raisons, mais j'ai bien l'impression que c'est pour ça. Au soutien de leur rabbin, c'est odieux et il ne faut pas que ça se reproduise pour personne. Les habitants évoquent leur indignation. Je trouve ça dommageable pour une ville tranquille comme Neuilly qu'on ait ce type de problème. Vous savez, à Neuilly, c'est comme partout à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays
safe pour les Juifs. Un sentiment partagé par le Premier ministre en déplacement à Montpellier. C'est jour après jour que notre pays est en proie à des affrontements qui sont des affrontements haineux. Placé en garde à vue, l'agresseur du rabbin a été transféré dans une infirmerie psychiatrique à Paris. L'actualité internationale à présent, Kadi, marquée par ces nouvelles frappes russes la nuit dernière contre des civils ukrainiens. Oui, une attaque de grande ampleur, Marie, qui a coûté la vie à 5 personnes. On compte d'ailleurs plus de 20 blessés. Les frappes ont touché notamment Kherson et Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, qui a subi, je cite, l'attaque la plus puissante depuis le début de la guerre, selon les autorités locales. Des représailles de Moscou après la destruction d'une partie de sa flotte aérienne. On en vient à cette mise au point de Sébastien Lecornu après le refus de dockers du port de Marseille de charger sur un navire à destination d'Israël un conteneur rempli de composants militaires. Invité exceptionnel de LCI, le ministre des Armées s'est voulu très clair sur le positionnement de la France. C'était auprès de Margot Haddad hier soir. Je vois que l'extrême gauche et disclose s'acharne là-dessus et crée un trouble sur une position qui pourtant est claire. J'imagine qu'il y a une rente politique derrière tout cela parce que très franchement, ça crée un doute alors que la position de la France est un peu plus claire. Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Et pour cause, Israël est un des principaux concurrents des industries françaises. Donc ces conteneurs... Derrière, vous n'avez que des composants qui sont vendus à Israël, notamment pour le dôme de fer. Et troisième catégorie, vous avez des éléments pour la réexportation. C'est-à-dire que certaines choses partent en Israël, font l'objet d'une intervention industrielle et sont souvent réexportées, parfois même d'ailleurs en France, et tout ça fait l'objet d'un contrôle. Alors après, on pourra le répéter comme on le fait avec Jean-Noël Barrot depuis maintenant pratiquement 1 an ou 2, nous ne vendons pas d'armes à Israël. Et c'est bien dommage d'ailleurs de créer ce trouble et ce doute. Il y a quelque chose d'ailleurs d'antipatriote à l'entretenir. On a le droit de combattre les décisions que nous prenons, on n'a pas le droit de construire un combat complètement virtuel et fictif sur des décisions que nous n'avons pas prises. C'est une première pour un président français. Emmanuel Macron attendu la semaine prochaine au Groenland. Visite officielle prévue le 15 juin en vue de renforcer la coopération avec ce fameux territoire autonome du Danemark, si convoité par Donald Trump. Emmanuel Macron sera d'ailleurs le premier chef d'État étranger à s'y rendre depuis les menaces d'annexion du président américain. Allez, pour conclure, cette bien mauvaise nouvelle pour la planète. La déforestation de l'Amazonie a augmenté de 9% au cours des 10 derniers mois. 960 km² de forêt perdue dans ce qu'on appelle le poumon de la Terre. Et un responsable, évidemment, la recrudescence des incendies. Voilà pour l'essentiel, Marie. Merci beaucoup, Kadi. Et évidemment, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour de nouveaux journaux. Je le disais en titre, le Conseil d'orientation des retraites vient d'ajouter une petite pointe de piment dans le débat déjà très, très épicé sur notre système de pension de retraite. Hier, vous allez le voir, notamment dans le Figaro, a été diffusée à l'ensemble des membres une version quasi définitive de son rapport annuel. Le contenu du document, on va s'y plonger, penche implicitement en faveur d'une option pour assurer l'équilibre financier des régimes, le recul de l'âge légal de départ à 66 ans et demi. Dans quelques minutes, on sera en ligne avec le patron de la CFTC, un des syndicats qui n'a pas claqué la porte de ce conclave des retraites. On lui demandera ce qu'il en pense. Pour en parler, d'abord, Arlette Chabot est avec moi. Bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Delpech aussi du service politique TF1 LCI. Mais d'abord, avec vous, Emma Barrier, merci de nous avoir rejoints. Voyons, dans ce dernier rapport annuel, le corps tire très clairement la sonnette d'alarme. Le déficit du système va continuer de s'aggraver, sauf si des mesures de redressement sont prises. Alors, quelles sont les pistes envisagées et comment se positionne le Conseil d'orientation ? Eh bien, dans le document transmis hier aux partenaires sociaux, 4 solutions étaient listées. Alors, vous les avez ici. D'abord, limiter la hausse des pensions de retraite, augmenter les cotisations sociales et ou celles patronales. Alors là, pour augmenter les contributions vieillesse ou enfin reculer l'âge légal de départ à la retraite. Alors, pour chacune de ces propositions, le corps a précisé quelles pourraient être leurs incidences et les a qualifiées chaque fois soit de positives, soit de négatives. Alors, commençons par les 3 premières. Là, le corps estime que ce sont des mesures, je cite, récessives. C'est-à-dire qui vont réduire soit
le pouvoir d'achat des retraités, soit celui des travailleurs, donc pour les 2 premières, ou alors augmenter le coût du travail pour la 3e, ce qui réduirait les investissements, l'emploi et à terme le PIB. Dans le rapport, le corps évoque un appauvrissement du pays. C'est pourquoi le corps est plutôt en faveur de cette 4e option, reculer l'âge légal de départ à la retraite. Alors quel âge précisément ? Eh bien, le corps indique qu'il serait nécessaire de porter cet âge à 64,3 ans en 2030, 65,9 en 2045 et enfin 66 ans et demi en 2070. Selon eux, cela aboutirait à augmenter l'offre de travail et donc à terme à augmenter le PIB de la France, ce qui permettrait d'engendrer de meilleures recettes fiscales et sociales pour les administrations publiques. Le document parle alors d'enrichissement du pays. Merci beaucoup Emma Barrier pour ce tour d'horizon. Qu'en pensent les syndicats ? Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le patron de la CFTC. Et puis on parle évidemment des conséquences d'un tel rapport rendu public. Quelle réaction politique ? A tout de suite dans LCI Midi. Allez. Retour sur le plateau de LCI Midi et on repart de la réforme des retraites avec ce rapport annuel rendu par le Conseil d'orientation des retraites. Débat déjà très épicé et les recommandations ajoutent un peu de piment parce que les chiffres sont là. En 2024, vous allez voir ces chiffres, le solde des régimes de retraite était déjà déficitaire de 1,7 milliard d'euros selon le corps. Le déficit grimperait à plus de 6,5 milliards annuels dès 2030, soit 0,2 points de PIB. Ces recommandations, on se pose la question, Arlette Chabot, c'est une potion amère du Conseil d'orientation des retraites, une potion inévitable, voire réaliste au vu de nos finances publiques? Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit la Cour des comptes en préambule du conclave voulu par le Premier ministre. Il y a des chiffres qui sont évidents, il y a... qu'on a tous sur la table. Allongement de l'espérance de vie, c'est une chose, la démographie. Donc ça, ce sont des faits, ce sont des réalités, ce sont des chiffres objectifs. On vit plus vieux, en meilleure santé. Et voilà, en meilleure santé. Et on fait moins d'enfants, par ailleurs. Et voilà, et on fait de moins en moins d'enfants, c'est-à-dire que bientôt, il y aura plus de décès que de naissances. La France n'est pas la seule dans ce cas, c'est partout en Europe, ce qui explique effectivement que partout, des pays, les uns après les autres, décalent aussi l'âge de départ à la retraite. Donc nous, on en est toujours à réfléchir à 64 ans, c'est insupportable, et si c'était 63, certains disent même 62, et je ne parle même pas des nostalgiques de 60 ans. Donc après, encore une fois, les chiffres, la situation sont connus. Les remèdes, on vient de les évoquer, ce sont toujours les mêmes. Effectivement, il y a l'âge de départ, mais il y a aussi l'augmentation des cotisations. Et ce que personne ne veut, c'est-à-dire des retraites insuffisantes, parce qu'on peut continuer comme ça. Mais voire même la baisse des pensions. Voilà, c'est ça que je dis, la baisse des pensions. Est-ce que quelqu'un a envie d'avoir une petite retraite dans 10 ans, 15 ans? C'est aussi à nos descendants qu'il faut penser. Donc, tout est sur la table. Après, c'est aux Français de décider, peut-être aux partenaires sociaux, ceux qui déjà sont encore en train de travailler. Je crois qu'il reste 3 séances pour trouver un accord, améliorer peut-être la réforme et l'âge de départ de 64 ans et trouver des solutions. Mais encore une fois, tout est sur la table. Alors, une fois qu'on a dit ça, généralement, la phrase qui suit, c'est un débat d'élection présidentielle. Rien ne sera tranché avant 2027. Mais en tout cas, c'est important de tout mettre sur la table, encore une fois, pour que les Français réfléchissent. La transparence, finalement. En transparence, aussi. Que veulent-ils ? Que veulent-ils ? À eux de choisir. Et Arlette, vous évoquiez, on va regarder d'ailleurs ce graphique intéressant qu'on remonte régulièrement sur nos voisins européens. Et où en sommes-nous finalement dans cette jauge des départs à la retraite? Effectivement, regardez, la France se situe dans la jauge basse quand on voit nos voisins danois ou encore italiens. On va rejoindre dans quelques instants Cyril Chabagnier, le patron de la CFTC, réaction des syndicats aussi très importante à étudier. Frédéric Delpech, sur le fond et le débat politique, en plus ça s'inscrit dans une semaine où un vote symbolique a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale concernant justement les retraites. Oui, ça s'inscrit dans un moment de discussion, de tension politique. Alors, il y a les chiffres, on vient de les évoquer, le constat, on le connaît, le corps, la Cour des comptes sont d'accord pour dire déficit accru, et même un constat, la réforme de 2023, la dernière réforme des retraites, n'obtient pas son objectif de ramener le déficit à un niveau raisonnable. En 2030 donc, il y aura à nouveau un déficit. Ça, c'est le constat. Après, il y a les propositions du corps qui sont discutables, mais il y a surtout un immense décalage avec le débat politique français. Quand on pense qu'il y a 3 jours, l'Assemblée nationale a voté
une résolution. Alors c'est pas contraignant, mais c'est quand même une résolution très symbolique, une résolution qui a été adoptée à l'Assemblée pour abroger la dernière réforme des retraites, c'est-à-dire revenir à un âge de départ en dessous des 64 ans. Donc on le voit, les partis politiques ne sont pas encore mûrs pour ce débat. Pas tous en tout cas, parce que visiblement il y a une majorité quand même à l'Assemblée. On reviendra aussi sur les propos d'un Édouard Philippe, candidat à la présidentielle, qui le dit d'ailleurs de façon oui, mais lui, il est pas, très claire depuis de nombreuses années. Aujourd'hui. Effectivement. Il est dans le débat de demain, mais dans l'action d'aujourd'hui. Et donc, il y a ce décalage entre le constat qui est fait par le corps, par la Cour des comptes, et puis ce que proposent et ce que veulent les partis politiques qui sont plutôt sur des postures qui sont sans doute un peu datées par rapport à la situation actuelle. Cyril Chabagnier, merci d'être en ligne avec nous en direct sur LCI en ce samedi. Je le rappelle, vous êtes président de la CFTC. Vous participez à ces réunions de ce fameux conclave où plusieurs syndicats ont claqué la porte. Alors on vous décrit comme un pied dedans, un pied dehors, parce que vous avez, je crois, récemment refusé de participer à de récentes réunions, notamment concernant le financement de la protection sociale. Quand vous voyez ce rapport du corps, et qui penche très clairement pour un allongement du départ à la retraite à 66 ans et demi, quelle est d'abord votre première réaction ?